Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle web-série où nous allons découvrir un petit peu tout ce qui tourne autour de l'économie sociale. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le professeur Jacques Defourny, professeur à l'Université de Liège. Jacques Defourny, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour entrer dans cette thématique de l'économie sociale, peut-être démarrer avec le champ du non-marchand. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien, c'est quoi exactement le non-marchand? C'est une entrée en effet propice pour découvrir ensuite l'économie sociale parce que c'est l'expression que la plupart des gens utilisent. Quand les blouses blanches, les instituteurs sont dans la rue, on dit le non-marchand est dans la rue. Et on a en tête en effet tous les grands métiers autour de la santé, de l'éducation, etc. En fait, le non-marchand, c'est l'ensemble des activités et des organisations qui sont soustraites aux lois du marché. À un moment donné, le législateur, le Parlement, a décidé qu'il était bon que certaines activités, certains services ne passent pas par les voies du marché, sans quoi seulement certains usagers pourraient avoir accès, par exemple à l'école, par exemple aux soins de santé, par exemple à une partie de la culture. Et donc, on a considéré que certains biens et services devaient être accessibles à tout le monde et qu'il ne fallait pas une discrimination par des prix, raison pour laquelle on a dit la caisse publique, le budget régional, national, va payer en quelque sorte pour tout le monde la production et la fourniture de ces biens et services. Justement, quand vous dites la santé, par exemple, est-ce qu'on n'est pas en train de passer du non-marchand vers le marchand, quand on voit à quel point certains hôpitaux aujourd'hui doivent faire face à des pressions économiques? En effet, il y a certainement une exigence à l'égard des organisations du non-marchand qui sont aujourd'hui plus grandes en termes de professionnalisation de la gestion, ce qui est déjà le cas dans les hôpitaux, et aussi une pression à la recherche de ressources complémentaires parce que les budgets publics sont serrés et de plus en plus serrés, alors qu'on demande de plus en plus à l'école, à l'hôpital, à des institutions culturelles, à des services sociaux. Donc, en effet, et on y reviendra plus tard sans doute, les organisations du non-marchand se comportent de plus en plus comme des entreprises, ce qui ne veut pas dire que les lois du marché s'appliquent à elles de manière complète, loin s'en faut. Mais il y a de plus en plus une vocation à se comporter de manière entrepreneuriale. Ce qui signifierait que finalement, quel est l'avenir du non-marchand dans cette situation-là? L'avenir du non-marchand, il est conditionné avant tout par la reconnaissance de ses spécificités. Dans le non-marchand, on ne peut pas imaginer que certains de ces biens ou services un jour cessent d'être fournis aux usagers. C'est tellement capital que ces biens et services doivent continuer à être accessibles. Cependant, on admet de plus en plus que les usagers, par exemple les plus fortunés, ou en tout cas les plus à l'aise économiquement, puissent payer un peu plus que d'autres citoyens qui ont des moyens beaucoup plus limités. On va donc vers un non-marchand qui essayera d'aller chercher ce que les Anglais appellent la willingness to pay, c'est-à-dire la disposition à payer pour un certain nombre de services où l'État continuera à prendre en charge l'essentiel du coût, mais où certains usagers seront appelés à davantage contribuer pour essayer de desserrer un peu le corset budgétaire. Mais il est très important que le non-marchand reste pour l'essentiel non-marchand. En fait, il y a une vision largement répandue qui consiste à dire la richesse produite par le pays, elle vient avant tout de l'économie traditionnelle, c'est-à-dire des entreprises privées à but lucratif sur des marchés. Et si ces entreprises sont prospères et payent bien leurs impôts, cela nourrit les caisses publiques, le budget de l'État, qui alors peut se permettre de financer des activités non marchandes. Et donc il y a l'impression un peu diffuse qu'en fait le non-marchand, il dépend quasi exclusivement de la santé de la vraie économie. Ce non-marchand, ce ne serait pas vraiment économique. C'est le luxe que peuvent se permettre des sociétés démocratiques prospères. Or, il n'en va pas véritablement de cette manière. Quand on regarde de près,
je crois qu'on peut affirmer que le non-marchand fait aussi marcher le marchand presque autant ou quasi autant que le marchand fait marcher le non-marchand. Et je m'explique. En fait, le non-marchand contribue énormément à la santé du marchand, d'abord parce que tout naturellement, tous les salaires versés dans le non-marchand, salaires d'instituteurs, de travailleurs sociaux, d'infirmières, que sais-je, tous ces salaires se retrouvent dans le mois suivant dans le secteur marchand, par des achats, que ce soit de biens de consommation ou des biens de consommation durables. D'une manière générale, cet argent versé pour rémunérer les travailleurs du non-marchand repart dans le circuit marchand. Les organisations du non-marchand reçoivent aussi des subsides pour investir. Pensez un peu à tous les achats en matière d'infrastructures. À nouveau, dans le cadre des hôpitaux qui ne cessent de se moderniser, dans le cadre des écoles, des infrastructures aujourd'hui pour accueillir, par exemple, des populations immigrées, etc. Là aussi, le non-marchand est un acheteur majeur du secteur marchand. Et enfin, et ce n'est pas le moindre, le secteur non-marchand veille à prendre en charge lui-même toute une série de coûts qui, sans lui, devraient être assumés par le secteur marchand. J'aime bien l'analogie suivante. Quand les Belges ont découvert les mines du Katanga, l'union minière du Haut-Katanga, créée par Léopold II, avec bien sûr la Générale de Belgique, cette entreprise privée, qui était pratiquement la seule infrastructure initiale, pour garder ces travailleurs, pour les maintenir en bonne santé, pour leur apprendre à compter ou à comprendre le français ou que sais-je, savoir lire pour les cadres intermédiaires, au moins un certain nombre, avoir des connaissances, je dirais, de base pour fonctionner, eh bien, l'Union minière du Haut-Katanga a dû créer ses propres écoles, ses propres hôpitaux, ses propres terrains de sport pour permettre aux travailleurs et à leurs familles de se détendre, etc. Chez nous, on organise cela dans le secteur non marchand, de manière à ce que les entreprises puissent accueillir des travailleurs très bien formés, en bonne santé, avec un équilibre correct entre vie professionnelle et vie familiale, et on sait que tout cela profite à la productivité, à la santé, à la stabilité de la main-d'œuvre. D'ailleurs, toutes les théories de la croissance le montrent, lorsque le non-marchand fonctionne bien, notamment dans le domaine éducatif et sanitaire, c'est l'ensemble de l'économie qui y gagne très largement. Donc, et ça c'est quelque chose qu'on peut pratiquement démontrer par des graphiques, voire des équations, si vous voulez, l'ensemble de l'économie, c'est comme le flux, le débit d'un fleuve. Si on raisonne en économie fermée, pour faire simple, sans parler d'importation et d'exportation, qui ne change rien au format du raisonnement, eh bien c'est un peu comme si l'argent passait toujours d'un secteur à un autre, il circule, et en fait le débit du fleuve, qu'on appellera le niveau de la conjoncture, la santé générale de l'économie, ce débit du fleuve, il est tout autant alimenté par la création de richesses du secteur marchand que par les activités du secteur non marchand, car les ressources de l'un et de l'autre finissent par s'entremêler dans l'ensemble du débit qui est le niveau d'activité de l'économie. Évidemment, par ailleurs, il est bon d'exporter plus qu'on importe, mais cela ne change rien au raisonnement. On doit aujourd'hui retrouver le sens profond du non-marchand, sens profond qui dit que ce secteur produit des biens et des services qui sont jugés tellement dignes d'intérêt que la collectivité décide de financer un achat groupé sur base du budget public. Il y a beaucoup de biens et services dans l'économie pour lesquels jamais le Parlement ne dira ça. Même pas pour Coca-Cola, même pas pour Apple, où le gouvernement dirait il est nécessaire pour la santé du pays que tout le monde ait un iPhone. Non, ça n'arrivera jamais. Par contre, pour l'éducation, pour la santé, pour toute une série de services sociaux,
Eh bien, l'État dit cela, et c'est une noblesse particulière, une dignité particulière du non-marchand, au lieu d'être une seconde économie qui dépend du reste. Non, c'est avant tout le champ des biens et services tellement nécessaires pour le bien-être et la dignité de la personne que c'est un achat groupé de la collectivité pour tout le monde. Et ça change un peu la perspective. Je pense que bien des travailleurs du non-marchand se sentiraient encouragés par une telle reconnaissance plutôt que de sentir que, en gros, l'économie privée dit il faut faire des économies dans ce secteur-là parce que c'est un secteur subsidié et il y a toujours moyen de faire mieux. Je suis tout à fait d'accord que le non-marchand doit prouver sa performance et rendre des comptes à la collectivité nationale qui fait cet achat groupé, mais il n'y a pas de dignité moindre de passer hors marché que de passer via le marché. Je dirais que c'est presque l'inverse. Merci Jacques Defourny d'avoir pris le temps de nous expliquer ce secteur non marchand et puis ça nous permettra peut-être dans la prochaine rencontre de découvrir un peu l'économie sociale. Nous arrivons déjà au terme de ce premier magazine. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.